Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts. S'effacent devant les dames. Aident les aveugles à traverser la rue. Jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Wilhelm Gesell avance en sifflotant dans l'allée centrale du zoo de Berlin, traînant un lourd chariot. Il est de bonne humeur, ce 6 juin 1963. Oh, peut-être parce qu'il fait particulièrement beau, la matinée est radieuse, la journée s'annonce splendide, peut-être aussi tout simplement parce qu'il aime son métier. Wilhelm Gesell, chargé de nourrir les fauves, a depuis toujours une passion pour les bêtes, même et surtout pour celles qu'on dit féroces. En fait, elles ne sont pas féroces, elles sont carnivores. Il n'y a pas plus de férocité à déchiqueter de la viande qu'à brouter de l'herbe. Wilhelm Gesell est arrivé devant la ménagerie, il va commencer sa distribution. Il en a pour plus d'une heure. Le zoo de Berlin, un des plus grands et des plus beaux du monde, abrite en effet un grand nombre de lions et de tigres magnifiques. Wilhelm Gesell les connaît tous, il les appelle par leur nom, il ne pourrait en aucun cas les confondre. Wilhelm Gesell ouvre la porte d'entrée. L'odeur des fauves ne lui a jamais été désagréable. Il aime au contraire cette senteur animale qui évoque des pays lointains, des forêts gigantesques. La première cage à droite, celle par laquelle il commence toujours sa tournée, est celle de Brutus, un lion du Kenya, un magnifique mâle de 5 ans. Alors il pique avec sa fourche un gros quartier de bœuf, le passe entre les barreaux et il appelle. « Brutus !» Mais que se passe-t-il? Brutus, d'habitude si alerte, est couché sur le devant de la cage et daigne à peine soulever une paupière. Wilhelm Gesell appelle encore. « Oh, Brutus! Qu'est-ce que tu as, mon vieux? Réveille-toi !» Sans se lever, le fauve jette un regard dédaigneux vers la viande et détourne la tête. « Ah, il est sûrement malade. Il va falloir prévenir le vétérinaire. »« Ah, enfin, tu te décides !» Le lion vient en effet de se lever pesamment, découvrant le fond de la cage. Et Wilhelm Gesell pousse un cri, tandis que sa fourche tombe sur le sol avec un bruit métallique. Oh non, Brutus n'est pas malade. S'il n'a pas voulu de la viande, c'est qu'il n'a plus faim. Il a déjà mangé. Les restes de son repas sont là, bien en évidence. Il s'agit d'un être humain, et plus précisément d'une femme. Le fauve l'a à moitié dévoré. Les jambes ont presque entièrement disparu, il ne reste que les tibias nus. Le tronc laisse apparaître les côtes sanguinolentes. Dans la tête, l'animal a prélevé les joues, le nez, les lèvres, mais la chevelure est intacte. Une longue et belle chevelure dorée. Wilhelm Gesell surmonte un haut-le-cœur et se met à courir dans l'allée centrale en appelant au secours. L'affaire de la femme dévorée de Berlin commence. C'est l'une des plus horribles affaires criminelles dont se soit occupée la police de la ville. Le commissaire Hans Fischer, du quartier de Tiergarten, dont dépend le zoo, a beau être à 2 ans de la retraite et avoir vu pas mal de choses affreuses pendant la guerre, il n'avait jamais contemplé un pareil spectacle. Le commissaire Fischer interroge Wilhelm Gesell dans la ménagerie même. Le gardien est livide, mais s'il se voyait, le commissaire constaterait qu'il l'est tout autant. La porte d'entrée de la ménagerie était fermée à clé? Oui. Et la cage du lion? Eh bien, elle s'ouvre par cette porte à droite des barreaux, et c'était bien sûr fermé. Le commissaire Fischer se penche sur l'une et l'autre serrure. Aucune d'entre elles n'est cassée. À part vous qui a la clé, eh bien, il y en a 2 dans le local des gardiens, plus une que possède le directeur. Le commissaire pose encore quelques questions aux gardiens et au reste du personnel, puis il rentre à son bureau. La première chose est d'identifier la morte. C'est fait en moins d'1 heure, et la réponse donne une dimension plus sensationnelle encore à l'affaire.
Il s'agissait de Mina Schumann, jeune actrice de théâtre, qui commençait à être connue et qui était justement en train de jouer dans l'une des plus grandes salles de la ville. Le commissaire Hans Fischer a sous les yeux une coupure de presse datant de 3 mois. L'article est accompagné d'une photo de la jeune femme. La vision de cet être rayonnant qui se croyait au début d'une brillante carrière a quelque chose de difficilement supportable quand on la rapproche avec la chose qui gisait au fond de la cage. Le premier soin du commissaire Fischer est de se rendre au théâtre pour interroger dans sa loge Inge Staub, l'habilleuse de l'actrice. Il aurait pu la convoquer dans son bureau, mais il a préféré venir sur place, dans l'espoir de surprendre un détail, ou tout simplement parce qu'il est toujours utile de voir le cadre dans lequel ont vécu les victimes. Inge Staub est une femme fluette d'une 60aine d'années aux cheveux presque blancs. Elle a l'air complètement bouleversée, ce qui n'a rien de surprenant compte tenu des circonstances. Lorsqu'il lui pose sa question « Soupçonnez-vous quelqu'un en particulier ?», le commissaire Fischer n'espérait pas une réponse affirmative, mais la camériste hoche la tête. « Oui. Je l'ai dit hier, mademoiselle. Faites attention au compte. Ne sortez pas comme ça toute seule. Mais, mademoiselle, n'avez jamais peur de rien. Ah, la malheureuse, si elle m'avait écouté. » Le commissaire laisse passer une crise de larmes. Il demande enfin « Quel compte ?» Helmut von Krüger. Vous savez, l'industriel. Le commissaire Hans Fischer sait effectivement. Helmut von Krüger est une des plus importantes fortunes de Berlin. Il s'occupe notamment de banques et d'assurances. Il connaissait Mina Schumann ? Pas, je comprends. Ils avaient une liaison. Il y avait plus d'1 an que ça durait. Et alors ? Eh bien, ils avaient rompu hier. Ils ont eu une dispute terrible. Monsieur le comte l'a poursuivi jusque dans sa loge et il l'a menacé de mort. J'étais là. C'était affreux. Le bureau du comte von Krüger, au siège de la banque qu'il dirige, est aussi imposant qu'on peut l'imaginer pour un tel personnage. Helmut von Krüger lui-même a la trentaine, mais cet âge relativement jeune ne l'empêche pas d'avoir toutes les marques d'une forte personnalité. On sent l'homme habitué à commander et qui doit très difficilement supporter qu'on lui résiste, qu'il s'agisse de ses subordonnés ou de ses conquêtes féminines. Mais pour l'instant, étant déjà au courant de la terrible nouvelle, il n'a évidemment pas son assurance coutumière. « Je ne veux pas vous ennuyer avec mes états d'âme, monsieur le commissaire. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour cela, mais parce qu'on vous a déjà parlé de ma rupture avec Mina. » C'est exact. Vous la niez ? Absolument pas. Nous nous sommes disputés hier, et nous avons rompu dans les termes les plus excessifs. Je reconnais même que j'ai prononcé des menaces de mort contre Mina. Je dois vous dire en outre que sous le coup de l'émotion, j'ai passé seul la soirée d'hier et je me suis enivré. C'est fâcheux. Enfin, commissaire, pensez-vous qu'un homme de ma situation aurait commis une abomination pareille ? Je le crois d'autant moins que ce crime ressemble à tout, sauf à une vengeance tout de suite après une rupture. Il a été, au contraire, soigneusement prémédité. Il a fallu repérer les lieux, se procurer des doubles des clés. Tout cela à une époque où Mademoiselle Schumann et vous aviez les meilleures relations. Non. Quand je disais « c'est fâcheux », j'entendais par là que, bien qu'innocent, vous allez forcément devenir suspect et que la presse va s'emparer de l'affaire. Helmut von Krüger, malgré son véritable chagrin, a un léger sourire. Je vous remercie de ces paroles, monsieur le commissaire, mais à la réflexion, il me vient une idée. Je pense que l'assassinat de Mina et notre rupture ne sont pas une coïncidence. Comment cela ? Bien, nous nous sommes disputés en public, notamment à la fin de la représentation, dans le couloir qui mène à sa loge. Et c'est là que je l'ai menacé de mort. Or, comme tous les soirs, il y avait pas mal de monde, des admirateurs, des quémandeurs d'autographes. Supposez que le meurtrier ait été parmi eux. En m'entendant, il s'est dit que c'était le moment ou jamais de passer à l'action. Ce serait forcément sur moi que retomberaient les soupçons. Oui, c'est une piste à considérer. Me permettez-vous de téléphoner ? Le banquier passe au policier un récepteur ultramoderne avec lequel il compose le numéro que lui a laissé Inge Staub. La camériste décroche immédiatement. « Madame Staub,
J'aimerais que vous me parliez des admirateurs de votre patronne, les amoureux et conduits principalement, même s'il s'agit d'une histoire ancienne. » À l'autre bout du fil, Inge Staub réfléchit quelques instants. Et puis, elle pousse un cri. « Mon Dieu, le singe !»« Qu'est-ce que vous dites ?»« Oh, le singe, c'est ainsi que nous l'appelions Mina et moi à cause de son physique. C'était un jeune homme très laid, qui avait vraiment l'air d'un singe. Il était tombé amoureux de Mina et lui faisait la cour jusque dans sa loge. Mina l'a laissé faire quelque temps car il l'amusait. Il faut dire qu'il était très intelligent, il lui écrivait des poèmes, il était spirituel. Mais à la fin, elle en a eu assez. Il était vraiment trop laid. Elle lui a fait comprendre qu'elle ne voulait plus le voir. Il s'est fâché. Alors elle l'a injurié. Elle lui a dit... La camériste se tait comme terrorisée. Elle est prise de sanglots nerveux. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit, Madame Staub? Eh bien, elle lui a dit... Avec la tête de singe que vous avez, votre place n'est pas ici, mais dans un zoo. C'est au tour du commissaire de garder le silence. Il vient de comprendre la cause de ce crime abominable. Il finit par demander, « Et après, il est revenu ?»« Oui, mais il n'a plus approché Mina. Il s'est contenté de rester à distance dans les couloirs. » Le commissaire Fischer raccroche. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à retrouver l'homme à la tête de singe, ce qui, compte tenu de son physique particulier, ne doit pas lui poser trop de difficultés. Les assassins sont parmi nous. Un podcast Europe 1. 9 juin 1963. Le commissaire Hans Fischer a pratiquement résolu en 3 jours l'affaire de la femme dévorée du zoo de Berlin. Le 6 juin, en effet, Mina Schumann, jeune actrice en renom, était retrouvée dévorée dans la cage du lion Brutus. Un instant, les soupçons s'étaient portés sur le comte Helmut von Krüger, avec qui elle venait de rompre. Mais il s'est vite avéré que le véritable assassin était un jeune admirateur éconduit, à qui elle avait dit, à cause de son physique simiesque, que sa place était dans un zoo. Profondément blessé, le jeune homme s'était vengé de la manière la plus atroce, en lui donnant à elle une place, et quelle place, dans le zoo. Au cours de son enquête, le commissaire Fischer a appris en outre par le médecin légiste un détail qui a renforcé l'horreur du drame. La jeune femme avait été dévorée vivante. Heureusement, un physique aussi particulier que celui de l'assassin ne passe pas inaperçu. Le 8 juin, Thomas Dietrich, étudiant en philosophie à l'université de Berlin, est arrêté à Francfort où il se cachait. Et le 9, reconduit dans sa ville d'origine, il se trouve menottes au poignet dans le bureau du commissaire. Thomas Dietrich est plus que laid. Il n'est pas loin d'être monstrueux. Ses cheveux plantés irrégulièrement, sa peau rugueuse, ses oreilles énormes et décollées lui donnent effectivement l'air d'un singe. Mais passé cette première impression, on ne peut s'empêcher de lui trouver quelque chose d'intéressant, voire d'attachant. Ses yeux expriment une vive intelligence, et plus que cela, même une sorte de flamme. On dirait que son être tout entier s'est concentré dans son regard. Comment cela s'est-il passé, M. Dietrich? Malgré l'horreur du crime, le commissaire Fischer parle calmement, presque courtoisement à l'assassin. C'est qu'il se rend compte que dans toute cette affaire, les schémas ordinaires ne s'appliquent pas. Sans doute, d'ailleurs, Thomas Dietrich relève-t-il plus de la psychiatrie que de la police. Le jeune homme parle d'une voix distinguée, quelque peu maniérée. Si vous me demandez comment, cela veut dire que vous savez pourquoi. Je sais pourquoi. Le singe a fait ce que lui avait conseillé la belle dame. Il est allé au zoo. Il est allé trouver ses amis les lions. Comment vous y êtes-vous pris? Oh, toujours des comment. C'est vrai que c'est un mot de policier, ça, comment. Eh bien, je suis donc allé au zoo, et on ne s'imagine pas comme c'est simple d'entrer dans un zoo. Pour entrer dans la ménagerie, puis pour ouvrir une cage, ce n'est pas compliqué non plus. Il suffit de venir la nuit, de faire une empreinte des serrures, et voilà. Maintenant que vous savez comment, voulez-vous que je vous raconte la suite?
Le commissaire Fischer regarde avec une sorte de fascination ce visage où se mêlent la laideur et l'intelligence, la bestialité et l'inspiration, avec comme troisième et visible composante, la folie. Il répond lentement. Oui, je veux la suite. Comme vous avez dû le comprendre, j'ai profité de la rupture publique de cet imbécile de von Kreuger pour passer à l'action. J'étais dans le couloir lorsqu'ils se sont disputés. À cause de la violence de la scène, tout le monde est parti. Ce n'était pas le jour pour les compliments ou les autographes. Je me suis retrouvé seul. Mina est sortie au bout d'une demi-heure. Et dans l'état où elle se trouvait, elle ne s'est même pas aperçue que je la suivais. Ma voiture était garée juste devant le théâtre. C'est au moment où elle passait devant moi que je l'ai assommée d'un coup de matraque. Vous aviez une matraque sur vous? Toujours. Depuis que j'avais décidé ma vengeance. Je savais que l'occasion pouvait se produire à tout moment. J'ai donc été au zoo, comme elle me l'avait conseillé, mais pas tout seul. Avec elle. Pour elle. Personne ne nous a vus. Nous sommes arrivés sans problème à la ménagerie. J'ai ouvert la porte et là, j'ai attendu. Quoi? Les yeux de Thomas Dietrich se mettent à briller d'une manière inimaginable. Il est maintenant tout à fait évident pour le commissaire qu'il est fou. J'ai attendu qu'elle reprenne conscience. Vous comprenez, je ne voulais pas seulement la tuer. Je voulais qu'elle se rende compte, qu'elle hurle de terreur et de douleur quand elle sentirait les griffes et les crocs commencer à la déchirer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cela a même été mieux que prévu. Le lion, quand je l'ai jeté dans la cage, à l'instant précis où elle se réveillait, a été tout surpris. Pendant 5 bonnes minutes, il a tourné autour d'elle, en la reniflant. Elle criait, elle suppliait. Vous n'avez pas idée. Ensuite, il lui a donné un premier coup de patte. Mais il ne l'a pas tuée tout de suite. Il s'est encore amusé avec elle longtemps, avant de l'égorger d'un seul coup de dent. C'est monstrueux. Et bien sûr que c'est monstrueux. Ce n'est pas une idée d'homme, c'est une idée de singe. Ce n'est pas un crime d'homme, c'est un crime de singe. Je ne suis pas un homme, monsieur le commissaire, je suis un singe. Vous entendez, un singe? Les médecins ont d'une certaine manière été du même avis. Ils ont jugé qu'il n'était pas un homme normal du point de vue pénal. Ils l'ont déclaré irresponsable et l'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique. Il y a trouvé la mort 2 ans plus tard en se pendant avec ses draps au barreau de sa chambre-prison. Comme sa victime, Thomas Dietrich était mort en cage. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Oh, zut! S'exclame le commissaire Poussin. Il est 10 heures du matin. Et pour une fois, le commissaire Poussin a envie de faire répondre par sa femme qu'il n'est pas là. Ce serait dommage. Car il peut faire ce matin la grande rencontre de sa vie. Comme les personnages de ce dossier sont encore vivants, nous le situerons arbitrairement à Trouville. Nous sommes le 25 décembre 1954 à 10 heures du matin. Donc, le jour de Noël, à 10 heures du matin, le commissaire Poussin est avec sa femme et ses 3 gosses en pyjama et chemise de nuit à 4 pattes, au milieu des jouets, dont une locomotive mécanique qui fait tut-tut. Sa femme, toutes les 10 minutes, sous un prétexte ou sous un autre, sort et ressort du placard l'étole de fourrure qu'elle et le Père Noël ont été choisir quelques jours plus tôt. On attend le père du commissaire Poussin,
la mère et le père de Madame Poussin pour le déjeuner. Vers 12h30, le pâtissier boulanger doit amener une énorme quiche lorraine toute chaude. Un pain de glace, nous sommes en 1954, les Poussins n'ont pas encore de réfrigérateur, donc un pain de glace emmailloté dans une vieille couverture de laine goûte lentement dans l'évier de la cuisine en prévision du pastis. Bien que les Poussins soient des gens très organisés, ils n'ont pas fait d'autres prévisions pour la journée. À quoi bon? C'est un petit bonheur en roue libre. Et puis voilà, ce coup de téléphone à 10h du matin. Ah, le commissaire, pour un peu, allait rater la grande rencontre de sa vie. Commissaire Poussin? Oui. Ici, c'est le docteur. Bonjour, docteur, comment allez-vous? Vous savez peut-être que ma femme m'a quitté il y a 15 jours pour aller vivre à Paris avec Pierre Gillet, l'agent immobilier. Non, vous me l'apprenez. Ils sont revenus passer les fêtes à Trouville. Je l'ai appelée ce matin chez son amant. Elle était malade. Je l'ai fait prendre par une ambulance. Je soupçonne Pierre Gillet de l'avoir empoisonnée. Comment est-elle? Je crains qu'il soit trop tard pour la sauver. Il ne faut pas laisser passer ça, commissaire. Mais lui, l'amant, docteur, que dit-il? Il dit qu'elle s'est suicidée, mais ça ne tient pas debout. Pourquoi? Il a été avec elle toute la nuit. D'ailleurs, si je n'avais pas appelé, elle serait déjà morte. De quel poison s'agit-il? Du Véronal. Même si elle l'a absorbé volontairement, il y a non-assistance à personne en danger de mort. Il faut faire quelque chose, commissaire. Docteur, je comprends votre angoisse, mais le plus important, c'est de sauver votre femme. L'enquête, ça peut attendre. J'ai peur que non, commissaire. Une fois rentré chez lui, il va tout faire disparaître. C'est à côté de chez vous. Vous n'en aurez pas pour longtemps. C'est bon, docteur. Je vais faire un saut. Et le commissaire Poussin enfile son pardessus et sort pour entrer dans ce dossier extraordinaire de Jacques-Antoine et y faire la rencontre de sa vie. Il a de l'estomac, le commissaire Poussin. Une légère dilatation de l'estomac, sans doute parce qu'il boit trop de bière. À part cela, c'est un homme solide, bon policier, bon père de famille, dont les truands eux-mêmes apprécient l'indulgence de bourru. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher dans son administration et même dans sa famille, c'est de manquer d'ambition en tout. À 40 ans, il se contente d'être commissaire à Trouville. Il se contente d'un appartement modeste, qui n'a même pas la vue sur la mer. Il se contente de l'attraction à vent que lui prête parfois son beau-père. Il se contente de passer les vacances en Dordogne. Il se contente d'une petite femme que d'aucuns jugent insignifiante. Il lit sans arrêt dans le regard de tous ceux qui l'entourent un lancinant, quoique aimable, reproche muet. Or, ce jour de Noël, le commissaire Poussin va faire la grande rencontre de sa vie. Le ciel est presque lumineux, un temps exceptionnel pour Noël. Depuis la fin de la guerre, les petites villes de la Manche, l'orage passé, semblent renaître et s'épanouir dans un printemps qui n'en finit pas. Beaucoup de villas, dont les volets sont fermés pour tout l'hiver, ont leurs cheminées qui fument, car beaucoup de Parisiens ont profité du temps relativement serein pour venir réchauffer leurs vieux murs et passer Noël en famille. Le commissaire Poussin a jugé inutile qu'on lui envoie une voiture. Le temps de l'attendre, il a plus vite fait d'aller à pied. 10h, un jour de Noël, c'est encore tôt. Mais Noël a fleurs partout, guirlandes en travers de la chaussée, un jeune homme qui passe, pas encore lavé, portant des croissants, de ci de là, le scintillement d'un sapin à travers une fenêtre. Brusquement, le commissaire Poussin s'arrête. Il est devant le numéro 6 de l'avenue de la Maraie. « Tiens, c'est elle, se dit le commissaire.
En effet, il a depuis longtemps remarqué cette maison, presque toujours inoccupée, qui répond exactement à ses goûts. La maison qu'il habiterait, s'il en avait les moyens. Une villa de style anglo-normand à colombage, très jolie en même temps que vaste et bien assise, construite peu avant la guerre, précédée d'un jardin qui se dissimule derrière une haie d'arbustes soigneusement taillés. Le commissaire tire sur la poignée de la sonnette. Un homme de 40 ans vient lui ouvrir, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, même taille, même cheveux gris, à peu près le même regard bleu, à peu près les mêmes lunettes, le même genre de visage, aux traits puissants avec un gros nez, et la même dilatation d'estomac. « Monsieur Gillet ?»« Oui. »« Commissaire Poussin. » L'espace d'une seconde, les deux hommes se regardent avec une égale surprise. Le commissaire parce qu'il ne s'attendait pas à trouver un homme qui lui ressemble autant que Pierre Gillet, et Pierre Gillet parce qu'il ne s'attendait pas à voir un commissaire de police. Mais très vite, une grande lassitude envahit le visage du dénommé Pierre Gillet, dont les traits sont creusés de fatigue. « Excusez-moi de vous déranger, dit le commissaire, je suis obligé de vous poser quelques questions. Mais c'est une formalité, et je ne suis même pas ici à titre officiel. » Pierre Gillet, en pantalon et pull-over, bien qu'il ne fasse pas froid, reste là, grelottant le regard vide. Alors le commissaire marche délibérément vers la maison et y entre, suivi de Pierre Gillet. Surprise ? La maison est à peine meublée de quelques fauteuils et tables en rotin, quelques bricoles disparates. Rien qui ne soit vraiment de mauvais goût, mais une impression de provisoire qui contredit formellement l'aspect extérieur de la maison. Quel dommage! Quel dommage d'avoir une maison comme cela et d'en faire si peu de choses, pense le commissaire. Le docteur Delancourt m'a téléphoné il y a à peine un quart d'heure pour m'informer qu'il venait d'amener sa femme à l'hôpital. Il n'est pas sûr de pouvoir la sauver. Elle a tenté de se suicider? Oui. Vous ne l'avez pas accompagnée à l'hôpital? Si. Mais alors pourquoi êtes-vous revenu? Dès que j'ai voulu entrer, le docteur Delancourt a donné des ordres pour qu'on me referme la porte au nez. Vous n'avez pas insisté? Si. Je suis resté dehors devant les portes pendant 3/4 d'heure. Et puis, des amis du docteur sont venus et m'ont ramené ici presque de force. Depuis, j'essaie d'avoir des nouvelles par téléphone. Le malheureux a l'air écrasé, diminué, c'est une loque. Où s'est passé l'accident? Ici, dans la chambre au-dessus. Et vous ne vous en êtes pas aperçu? Non. Où étiez-vous? Dans cette pièce. Toute la nuit? Oui. Enfin, jusque vers 5 heures. Et qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais le ménage. Enfin, je nettoyais. Le commissaire est interloqué. D'après ce qu'il a compris, la femme du docteur Delancourt a quitté celui-ci il y a 15 jours à peine pour aller vivre à Paris avec le dénommé Pierre Gillet. Pierre Gillet et elle sont venus passer les fêtes de Noël dans cette maison que Pierre Gillet possède à Trouville. Et 15 jours plus tard, pendant la nuit de Noël, elle se suiciderait avec des barbituriques pendant que son amant ferait le ménage? Je ne comprends pas très bien, dit le commissaire. Pierre Gillet hausse les épaules et se laisse tomber sur un fauteuil, l'air encore plus las et des larmes dans les yeux. À quoi bon, dit-il. Hier soir, nous nous sommes disputés. Elle me reprochait de ne pas m'occuper d'elle. Alors, pendant qu'elle dormait, j'ai voulu lui faire plaisir. Nettoyer, remettre de l'ordre, que ce soit habitable. Depuis 2 ans que j'ai cette maison, on n'a pas donné un coup de balai. Vous saviez qu'elle avait des barbituriques à sa disposition? Oui, oui. Oh, d'ailleurs, je savais qu'elle en avait pris après notre dispute, mais seulement pour dormir. Je ne pouvais pas penser que... L'homme a l'air sincèrement désespéré, même si en réalité il l'a tué. Cet homme est désespéré, et le commissaire ne peut s'empêcher de comparer sa propre nuit de Noël à la sienne. L'arbre lumineux, les jouets,
l'émerveillement des enfants, sa femme devant la glace avec sa petite étole de fourrure, et ici, cet homme qui lui ressemble comme un frère, qui se dispute avec la femme qu'il aime, l'ambulance, l'hôpital. D'ailleurs, maintenant, l'homme sanglote la tête dans les mains. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Pourquoi? C'est horrible. Peut-être avez-vous commencé à comprendre, chers amis, pourquoi je vous disais que le commissaire Poussin allait faire la rencontre de sa vie. Voici donc un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau au commissaire Poussin. Mais alors que l'un vit dans un petit appartement minable, l'autre possède depuis 2 ans la maison même dont rêvait le commissaire Poussin, et il n'a pas réussi encore à la rendre habitable. L'un vit une petite nuit de Noël tranquille, l'autre traverse toute la nuit un véritable cauchemar. L'un a une femme qu'on trouve insignifiante, voici que l'autre, qui vit avec une maîtresse très belle, est soupçonné de l'avoir tuée. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Alors, demande le commissaire après un temps de réflexion, vous ne vous êtes aperçu de rien? Non. C'est seulement vers 9 heures du matin que j'ai compris qu'elle était très malade et que j'ai appelé son mari. C'est vous qui l'avez appelé ou c'est lui? C'est moi. Mais quelle idée! Pourquoi n'avez-vous pas appelé un autre médecin? Oh, je n'en connais pas d'autres ici. J'avais peur qu'en cette nuit de Noël, les autres ne veuillent pas se déranger. Lui, je sais qu'il l'aime, qu'il ferait tout ce qu'il fallait. Et puis quoi? Et puis, comment expliquer cela? Quand j'ai compris qu'elle s'était peut-être suicidée, je me suis dit, si elle est seulement malade, ou si c'est un accident, il la sauvera. Si elle a voulu se suicider, c'est que sa vie avec moi est un échec. Alors, je la lui rends. Quelque part dans la maison, le téléphone se met à sonner. Comme Pierre Gillet et Fondray ne bougent pas, le commissaire repart à la recherche du téléphone guidé par la sonnerie. Il trouve celui-ci sur une petite table dans le noir au pied de l'escalier qui monte aux chambres. Allô? C'est vous, commissaire? Oui. C'est le docteur Dalencourt. Je voulais savoir si vous étiez là. Je suis là. Comment va madame Dalencourt? Elle est morte. Le commissaire entend une suite de petits bruits étouffés, puis la voix redevient nette. Est-ce que je peux venir, commissaire? Si cela ne vous est pas trop pénible, j'aime autant. Une question, docteur. C'est vous qui avez appelé votre femme? Ou c'est monsieur Gillet qui vous a appelé? C'est moi. Vous êtes formel? Je suis formel. Vers quelle heure? Vers 9h15. Bien, merci docteur, à tout de suite. Le commissaire raccroche et retourne auprès de Pierre Gillet qui demande « Comment va-t-elle » Elle est morte. Monsieur Gillet, je suis convaincu que de toute façon, vous êtes très malheureux. Aussi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais vous demander de répondre à mes questions. Vous avez interrompu votre ménage, m'avez-vous dit, à 5 heures du matin. Entre 5 heures et 9 heures, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis monté me coucher. À côté d'elle? Oui, je me suis allongé à côté d'elle. Mais enfin, vous ne vous êtes aperçu de rien? À ce moment-là, si. Mais je vous l'ai dit, je ne croyais pas que c'était si grave. Je pensais qu'elle avait pris une dose trop forte de somnifères pour être sûre de dormir, peut-être aussi pour me faire peur, mais qu'elle finirait par se réveiller. Ce n'est que vers 9 heures du matin que j'ai vu qu'elle était molle, inerte, comme une poupée. Je l'ai secouée pour lui faire reprendre connaissance, ne serait-ce que quelques secondes. Impossible. Sa respiration était si faible. Alors là, j'ai été pris de panique, j'ai appelé son mari. Comprenez-moi, monsieur Gillet. Il faut savoir ce qui s'est réellement passé entre 5 heures et la venue du docteur, c'est très important. Je vous ai dit que plus rien n'avait d'importance. À cet instant, oui, monsieur Gillet, mais s'il est prouvé que vous n'avez rien fait entre 5 heures et 9 heures du matin pour sauver cette femme mourante,
Cela s'appelle, monsieur Gillet, non-assistance à personne en danger de mort. Alors il faut m'aider. Sinon, c'est la cour d'assises. En attendant l'arrivée du docteur d'Alencourt, est-ce que je peux voir votre chambre, monsieur Gillet? Et d'autorité, le commissaire Poussin se dirige vers l'escalier. Tandis qu'il monte, le commissaire ne peut s'empêcher d'établir un parallèle entre la carrière de Pierre Gillet et la sienne. Ils ont fait à peu près les mêmes études, aux mêmes endroits, dans les mêmes écoles. Mais Pierre Gillet n'est pas resté à Trouville. Dès qu'il a pu, il est parti à Paris. Il s'est lancé dans l'immobilier. Et le commissaire a entendu dire qu'il était en train de faire fortune. Mais si c'était pour en arriver là. Dans la chambre, pas tellement en désordre, sinon que les draps ont été totalement enlevés, qu'il y a des traces de vomissures sur le côté droit du lit et sur le parquet, un verre, maculé de traces blanchâtres, est posé sur la table de nuit. Après un coup d'œil circulaire, le commissaire s'assoit sur une chaise. « Monsieur Gillet, pouvez-vous me raconter tout ce qui a précédé le suicide de Madame d'Alencourt? Ensuite, vous me raconterez en détail comment s'est déroulée cette nuit. » « Tout? Mais j'ai connu Madame d'Alencourt il y a 15 ans. Alors allez-y dans les grandes lignes. » Et Pierre Gillet, dans les grandes lignes, raconte sa vie, car l'histoire de ses amours avec Madame d'Alencourt, c'est aussi l'histoire de sa vie. C'est un ambitieux. Il y a 15 ans, Madame d'Alencourt en avait 23, elle était très belle. Pierre Gillet a voulu cette femme. Il lui a fait une telle cour qu'elle est devenue sa maîtresse. Évidemment, ça ne lui suffisait pas, il voulait qu'elle fût sa femme. Mais elle avait 2 petits-enfants. Madame d'Alencourt l'aimait, mais pas au point peut-être de briser son foyer. Pierre Gillet aurait dû renoncer, c'est évident, mais il n'a pas voulu. C'était cette femme et pas une autre. Les mois et les années passaient. La liaison durait toujours. Le mari la prenait, elle décidait de rompre, et puis, après quelques semaines, acceptait de le revoir car elle l'aimait. Elle l'aimait, mais elle savait que Pierre Gillet et elle, s'ils pouvaient être des amants, ne pouvaient pas être ensemble mari et femme. D'ailleurs, le mari lui avait dit un jour « Je n'ai pas une femme pour vous, mon vieux. C'est une femme enfant, qu'il faut porter à bout de bras. Oh, certes, elle est jolie. Il est merveilleux pour un homme de la voir à la maison, mais c'est un bijou fragile qu'il faut tenir dans du coton. » Madame d'Alencourt aussi lui avait dit « Nous ne pourrions pas vivre ensemble. Tu travailles trop, tu te débats sans cesse dans des problèmes qui m'épouvantent. Tu empruntes, tu construis, tu achètes, tu prends des risques, tu gagnes, tu perds. J'ai l'impression que chaque jour, tu dois travailler un peu plus, prendre un peu plus de risques, parce que chaque jour, tu vois se défaire derrière toi ce que tu as bâti la veille. Aujourd'hui, tu prends le temps de m'aimer, mais je suis sûr que si j'étais ta femme, tu n'aurais plus le temps. » Confusément, Pierre Gillet savait bien qu'elle avait raison, mais il ne voulait pas admettre qu'il n'était pas de taille, pas admettre que cette femme était au-dessus de ses moyens. Et il a attendu, persévéré, aimé, pendant 15 ans. Quelle femme pourrait résister à un amour de 15 ans? Il y a 15 jours, Madame d'Alencourt a pris une décision. Elle l'a prise presque à regret. Ses enfants sont grands, elle s'est expliquée avec son mari, et a quitté Trouville pour rejoindre Pierre Gillet, à la fois pleine d'espoir et d'angoisse. Il n'a pas fallu plus de 15 jours pour qu'elle comprenne que ses inquiétudes étaient fondées. Le premier jour, Pierre Gillet était follement heureux. Le second jour, il l'a emmenée à Berlin dans un voyage d'affaires qu'il ne pouvait décommander. Il l'a quittée à 8 heures du matin pour la retrouver dans la chambre d'hôtel à 11 heures du soir. Et tous les jours suivants ont été du même ordre. C'était aveuglant. Pierre Gillet n'avait déjà pas assez de temps pour faire face à une carrière qu'il avait située à la limite de ses moyens. Il n'avait pas le temps de s'occuper d'une femme comme elle. Peut-être même n'avait-il pas le temps d'avoir aucune femme. Elle avait supplié qu'ils soient ensemble au moins la journée de Noël, la première qu'elle passerait sans ses enfants. Et là encore, tout avait raté, car Pierre Gillet n'avait le temps de rien. Il avait eu le temps d'acheter cette maison il y a 2 ans, mais il n'avait jamais eu le temps de s'en occuper. Ils y sont arrivés trop tard, il y faisait froid, c'était trop sale. La femme désespérée lui a dit que cela ne pouvait pas continuer. Il a cru qu'elle le menaçait de retourner chez son mari, alors ils se sont disputés. Elle a pris quelques somnifères pour dormir. Lui, calmé, a pensé qu'il pouvait peut-être tout rattraper, mais qu'il fallait au moins que la maison soit propre, souriante. Alors pendant des heures, en cette nuit de Noël, il a fait le ménage.
Il ne savait pas que sa maîtresse, pendant ce temps, avalait 2 tubes de Véronal. Voilà. Pour le reste, il ne fait que répéter tout ce qu'il a déjà dit. Imaginez, chers amis, ce que peuvent être les pensées du brave commissaire à qui l'on reproche son manque d'ambition, en écoutant le récit lamentable de cet homme du même âge que lui et qui lui ressemble comme un frère. Enfin, une voiture s'arrête devant la maison, une grande silhouette se déplie, mince. Le commissaire reconnaît le docteur d'Alencourt. Il descend lui ouvrir la porte. Le docteur pâle, les yeux rougis, très calme, toise Pierre Gillet et dit simplement « Imbécile. Vous étiez prévenu pourtant. » Pierre Gillet, les épaules affaissées, complètement dominé, ne répond rien. Le commissaire prend à part le docteur. « Docteur, en ami, je crois vraiment que c'est un suicide. » « C'est possible. Mais il n'a rien fait pour la sauver. Si je n'avais pas appelé, je n'aurais même pas su. Je porterai plainte. » Évidemment, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. « Voyons, pourquoi l'avez-vous appelé, docteur ? » « J'essayais de joindre ma femme, pour que les gosses entendent au moins sa voix ce matin de Noël. Alors quand je l'ai eu, lui, je lui ai dit simplement que les enfants voulaient parler à leur mère. Il m'a dit qu'il allait la chercher, et puis il est revenu en me jouant la comédie. « Vite, venez, elle est malade, etc. » Le commissaire Poussin regarde les 2 hommes, certainement aussi malheureux l'un que l'autre, mais l'un désespéré, l'autre animé d'une froide détermination. L'un des 2 ment. Et brusquement, le commissaire a une idée, toute simple. Il demande à Gillet de lui mimer la scène pendant laquelle il a téléphoné au docteur. Lorsque Gillet se trouve devant le téléphone, « Allez jusqu'au bout, dit le commissaire. Faites son numéro, le 356. » Pierre Gillet compose le 356. « Allô ? Allô, j'écoute ? Je suis bien chez le docteur d'Alencourt ? Ah non, monsieur. Ici, c'est le restaurant de la Marais. » Évidemment, c'est un vieux truc qui ne prouve pas grand-chose, mais qui suffit parfois à désarçonner un coupable. Pierre Gillet a compris. Il se laisse tomber sur une chaise. Le 356, ce n'est plus le numéro du docteur, et le nouveau numéro, il ne le connaît pas. Tous les numéros de téléphone de la ville ont été changés au cours des dernières semaines. Ainsi donc, Pierre Gillet, peut-être parce qu'il voulait se suicider aussi, comme il le prétendra, peut-être parce qu'il a préféré qu'elle disparaisse plutôt que de la voir retourner chez son mari, peut-être qu'il s'est mis à la haïr brusquement de lui avoir fait cela, se suicider 15 jours après sa venue. Bref, Pierre Gillet a bel et bien laissé mourir sa maîtresse. La suite de l'enquête le confirmera d'ailleurs. Alors, imaginez, chers amis, le retour du commissaire chez lui, lorsqu'il voit sa petite femme, que d'aucuns jugent insignifiante, qu'il n'a pas eu de mal à conquérir, qu'il n'a pas de mal à garder dans son appartement petit, mais coquet et bien chaud, ses gosses, et la petite étole de fourrure. Il a presque les larmes aux yeux. Il dit à haute voix pour que son père, ses beaux-parents, ses enfants et sa femme entendent. « J'ai fait la rencontre de ma vie. » « Ah bon, qui était-ce ? » ?»« Un homme, à qui je ressemble comme 2 gouttes d'eau, un véritable sosie. »« Ah bon ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il vivait bien au-dessus de ses moyens. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.